Bonjour, je me nomme Jacques Lebeau, je suis professeur de chirurgie maxillofaciale et suis chargé avec le professeur Muriel Brix, également professeur de chirurgie maxillofaciale, de vous enseigner quelques notions d'anatomie et de physiologie dans le cadre de l'option odontologique pour ceux et celles d'entre vous qui choisissent cette orientation professionnelle. Je voudrais aussi remercier Emmanuel Orsay et Brice Carlot, qui ont été les chevilles ouvrières d'un certain nombre de ces cours. Le premier cours va nous faire voyager dans le temps et parmi les espèces animales, ce qui nous fera découvrir que l'organe dentaire est très varié dans sa forme et sa fonction, et morphologiquement intimement lié à l'évolution. Le mot phylogénèse désigne l'histoire évolutive d'une espèce ou d'un groupe d'espèces. Les dents étant portées par une base osseuse, arrêtons-nous quelques instants sur l'évolution du squelette des mâchoires. Les vertébrés sont ce qu'on appelle des gnatostomes, c'est-à-dire qu'ils possèdent deux mâchoires, une mâchoire supérieure, appelée un corps maxillaire, et une mâchoire inférieure, appelée mandibule. Comme toujours, il existe quelques exceptions, dont une que les gastronomes connaissent bien. Il s'agit de la lamproie, qui absorbe les aliments par un système de ventouse. Elle n'a pas de mâchoire, elle est donc dite agnate. L'évolution des espèces montre une orientation allant des structures les plus rudimentaires aux plus sophistiquées. Nous voyons ici le dessin d'un sélacien primitif. Il s'agit du requin Heptanchus. Ce requin, comme d'autres espèces primitives, possède un cartilage supérieur composé, appelé complexe palato-ptérygo-carré, et un complexe inférieur, cartilage appelé cartilage de Meckel. Chez la plupart des poissons actuels, le cartilage s'est ossifié et il va se différencier. On voit par exemple sur ce schéma que le complexe palato-ptérygo-carré s'est déjà différencié en palato-ptérygoïde, qui va porter les dents, et un os carré, qui lui va s'articuler avec l'os de la mâchoire inférieure. Sortons de l'eau pour nous intéresser à une espèce un peu plus évoluée, les reptiles. Il s'y dessine l'ébauche d'une voûte palatine. En effet, ces animaux terrestres vont donc respirer. Désormais, par cette cloison, la cavité buccale se trouve partagée en deux étages. Un étage supérieur, dédié à la respiration, et un étage inférieur, dédié à l'alimentation. Nous pouvons également voir sur ce schéma que chez le serpent, la mandibule s'ouvre grâce à une double articulation permettant d'engloutir des proies de gros volume. Chez les mammifères, une évolution majeure amène la mandibule à s'articuler directement avec un os crânien, l'os temporal. Nous pouvons alors parler d'articulation temporomandibulaire, ATM. Nous allons voir en effet que du poisson, puis du reptile et jusqu'à l'homme, les différentes pièces osseuses se condensent et que le crâne, se développant, va englober toutes les structures primitives. Ainsi, l'articulation reptilienne qui se fait entre l'os carré et le petit os articulaire est donc articulation quadrato-articulaire.
Chez les mammifères, tous ces petits os vont être englobés dans le rocher par expansion crânienne. Ils vont donc former tous les petits os de l'oreille. On peut voir par exemple que le carré va former l'enclume, l'articulaire le marteau, le stapédien l'étrier. L'os dentaire vient alors s'articuler directement avec l'os squamosal. Nous sommes en présence d'une articulation devenue squamoso-dentaire. Le déploiement du crâne a donc, comme nous venons de le voir, englobé toutes les structures primitives. C'est ce que Saka a appelé l'externation crânienne. Ces petites structures sont désormais dédiées à l'audition. L'os squamosal, appelé dorénavant os temporal, s'articule avec l'os dentaire, appelé mandibule. Nous sommes donc devant une articulation temporo-mandibulaire. Intéressons-nous maintenant aux dents. Alors, chez les invertébrés, comme vous le savez, il n'y a pas d'organes dentaires, mais des formations dites odontoïdes qui vont pouvoir broyer les petits aliments parce qu'elles sont imprégnées soit de chitine, soit de silice, soit de calcaire. Quelques exemples que l'on voit là, chez des espèces que vous connaissez bien. Par exemple, les insectes ont de la chitine. C'est également le cas des 3 dents stomacales de l'écrevisse. Chez certains mollusques, au contraire, c'est de la silice. Enfin, chez nos amis les oursins, c'est le calcaire. Chez les vertébrés, les dents se regroupent autour du canal alimentaire. Et nous allons voir que leur nombre va se restreindre avec l'évolution. Étudions tout d'abord la situation des dents dans la cavité buccale. Chez les poissons, toutes les pièces osseuses situées à l'intérieur de la cavité buccale peuvent porter des dents. Chez les reptiles primitifs, comme le boa, le python ou l'anaconda, nous trouvons 2 arcades supérieures et une arcade inférieure. Chez les sauriens, la situation va se stabiliser en une organisation entre une arcade supérieure et une arcade inférieure. Cette situation perdurera désormais, notamment chez tous les mammifères, les dents se localisant autour de la cavité buccale, comme on peut le voir sur la diapositive de bas chez un canidé. Intéressons-nous maintenant au nombre de dents. Combien les différentes espèces portent-elles de dents? En règle générale, nous l'avons dit, le nombre diminue avec l'évolution. Les espèces les plus primitives, comme les poissons ou les reptiles, ont beaucoup de dents. Ces espèces sont donc dites polyodontes. Les mammifères, eux, ont un nombre restreint de dents. Ils sont donc dits oligodontes. Enfin, certaines espèces, et vous connaissez les oiseaux, les crapauds, les sturgeons, voire l'ornithorynque, n'ont pas de dents. Ils sont donc dits anodontes. Voyons maintenant comment les dents du maxillaire s'engrènent avec celles de la mandibule. Il y a 3 possibilités. Cet engrainement peut se faire en opposition, de façon cunéiforme ou encastrant. D'abord, voyons l'engrainement en opposition. Il s'agit d'un bout à bout dentaire. C'est par exemple le cas des incisives des rongeurs. Nous voyons ici une coupe sagittale d'un crâne de castor
les incisives sont colorées en bleu. Le trait rouge marque simplement l'orientation de la base du crâne qui va recevoir toutes les forces de ces mastications. Deuxième forme d'encastrement, il s'agit de l'occlusion cunéiforme. C'est par exemple celle des dauphins. Les dents supérieures occupent l'espace laissé libre entre les dents mandibulaires. Enfin, l'engrainement dit encastrant, c'est celui de la plupart des mammifères terrestres. Nous voyons ici l'engrainement humain et nous voyons que chaque dent supérieure épouse en négatif le relief d'une ou de deux surfaces occlusales inférieures. Étudions maintenant la morphologie des dents, sans entrer dans les détails que vous aurez largement le temps d'étudier au cours de votre cursus et aborder lors d'un prochain cours. Nous pouvons distinguer deux dispositions fondamentales. La première dite unicuspidie, c'est-à-dire que la dent ne comporte qu'une pointe ou tubercule. C'est la forme primitive. Elle a une action essentiellement préhensile. Ou une disposition de multicuspidie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pointes ou tubercules, et la morphologie va être extrêmement variable en fonction du régime alimentaire. Lorsque toutes les dents d'une espèce ont la même morphologie, cette espèce est dite isodonte. On voit ici l'isodontie chez un dauphin. À droite, nous voyons que la morphologie est différente sur une même arcade, en fonction des dents. L'espèce est donc dite hétérodonte. Là, chez un canidé, on voit bien que la forme des incisives est différente de celle des canines, également différente de celle des prémolaires et des molaires. Ainsi, chez les mammifères adultes, on va pouvoir observer 4 catégories dentaires: des incisives antérieures, des canines, des prémolaires et enfin des molaires. Les incisives, elles sont situées en avant, elles ont une action préhensile, coupante, elles ont une racine unique. On peut voir celle d'un rongeur ou celle de l'éléphant à droite. Les canines. Les canines sont lacératrices. Elles sont coniques et elles ont un développement maximum chez les carnassiers, alors qu'elles peuvent être parfois absentes chez les herbivores. On voit sur ce schéma une coupe de tête de Machairodus crenatidens, qui est un félidé du Pliocène. Je vous rappelle que le Pliocène est une époque du Tertiaire qui s'étend entre 2 et 5 millions d'années. C'est le schéma d'un tigre à dents de sabre que tous les amateurs de bande dessinée connaissent bien. Les prémolaires. Eh bien, les prémolaires, elles sont variables dans leur forme. En effet, elles subissent d'une part une influence antérieure, celle des canines, et d'autre part une influence postérieure, celle des molaires. Les molaires, leur fonction est essentiellement de pouvoir broyer les aliments. Elles sont broyeuses. Et donc, leur surface occlusale est le reflet du régime alimentaire, d'une part, et des mouvements mandibulaires, d'autre part. Nous voyons ici les surfaces occlusales des molaires d'un chimpanzé omnivore. Ces surfaces occlusales
d'espèces à régime alimentaire très différents, sont le témoin de l'adaptabilité du système dentaire à la fonction qui lui est dévolue. La diapositive du bas montre la salle des molaires d'un cerf, animal herbivore, dilacérant les herbes par mouvement mandibulaire de cisaillement latéral. La disposition en croissant de l'une des aspérités, parfaitement adaptée à cette fonction, a inspiré les naturalistes qui ont ainsi dénommé l'espèce Sélénodonte, du nom de Séléné, déesse grecque de la lune. Voyons maintenant comment les dents s'attachent à leur support osseux. Thom, au XIXe siècle, en a décrit 4 formes. La première, c'est celle par attache fibreuse, très souple. Elle permet donc de grands déplacements dentaires. C'est celui des sélaciens, c'est-à-dire le requin, qui a une attache dentaire extrêmement mobile. Le deuxième est par attache charnière. Ce sont les dents à ressort des poissons. On voit que la rangée interne, rabattue en arrière lors de l'entrée de la proie, reprend ensuite sa place, empêchant la proie de ressortir. Donc le mode d'attache par soudure est le troisième mode d'attache, c'est-à-dire il existe une ankylose entre la dent et son support osseux. C'est celui des serpents, sauf pour les crochets à venin, qui possèdent une attache élastique. C'est aussi celui de tous les lézards. Enfin, quatrième mode, c'est le mode par enchâssement. Les dents sont implantées dans une alvéole osseuse. Cela permet un amortissement des contraintes par un ligament alvéolo-dentaire. Ce mode d'attache est celui des mammifères. Étudions maintenant le mode de croissance des dents. Elle peut être limitée. C'est en effet la plus fréquente. C'est celle, par exemple, des humains. Les dents possèdent une couronne basse et une ou des racines longues. La croissance peut être prolongée lorsque les mouvements mandibulaires sont développés sur le plan horizontal. C'est le cas, par exemple, des ruminants qui en plus ont un mouvement mandibulaire latéral. Dans ce cas-là, la couronne est haute, la racine est courte et elle reste ouverte très longtemps. Troisième mode de croissance, c'est une croissance continue. Dans ce cas-là, il n'y a presque pas de racines, la couronne est à base béante. C'est le mode de croissance continue des incisives des rongeurs, des éléphants et des suidés, c'est-à-dire les cochons, et celle des molaires des castors. Selon quel mode les dents se remplacent-elles? Chez les polyodontes, les dents se succèdent en fonction des situations et des besoins tout au long de leur vie, et ce, selon un rythme éminemment variable. Chez la plupart des mammifères, 2 dentitions se succèdent. Une première, lactéale, suivie d'une permanente, définitive. Ces 2 dentitions successives leur donnent donc le nom d'espèce diphyodonte. Le mode de remplacement de dents peut se faire soit latéralement, c'est ce qu'on voit chez les poissons, les serpents, les lézards, en général chez toutes les espèces primitives. En dedans de la dent fonctionnelle, s'échelonne une suite de dents de remplacement. Ce remplacement pouvant se faire soit sur un mode horizontal, comme sur le schéma supérieur, soit sur un mode vertical, comme sur le schéma inférieur. Ainsi, lorsqu'une dent est cassée, tombe, eh bien, une dent qui est située latéralement va pouvoir la remplacer. Deuxième mode de remplacement des dents,
C'est ce que l'on voit chez les mammifères. Il s'agit d'un mode vertical. Il existe un germe situé sous la dent fonctionnelle. Ainsi, lorsque la dent lactéale va tomber, poussée par la dent définitive, celle-ci va la remplacer. C'est ce qui se passe chez les mammifères au niveau des incisives, des canines et des prémolaires. Au niveau des molaires, il n'y a pas de dents lactéales en regard, elles vont donc pousser directement. Le nombre de dentitions successives est donc très variable. Les espèces, comme les poissons, qui voient se succéder parfois une centaine de dentitions, ou les reptiles, qui en comptent environ 25, sont des espèces dites polyphyodontes. Celles aux dentitions limitées sont dites oligophyodontes. Nous avons vu que la majorité des mammifères sont diphyodontes. Parfois, une seule dentition suffit à satisfaire toute une vie alimentaire. C'est le cas des éléphants, qui sont monophyodontes.